Bonjour à tous, je remercie l'association Trail pour m'avoir laissé la parole sur ce forum. Les chasseurs n'étaient peut-être pas forcément les acteurs les plus attendus, mais vous verrez qu'il y a quand même un impact de ce réchauffement climatique. Donc, je me présente Sandrine Guenot, je suis directrice à la Fédération des chasseurs. Les chasseurs, c'est 900 000 personnes au l'échelon national. C'est aussi une activité économique avec 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai qu'on nous voit toujours comme un usager, mais on a aussi une activité économique. Donc on va continuer. Donc, la fédération, c'est aussi une association de protection de la nature qui a pour objectif de préserver le patrimoine cynégétique départemental. Donc cynégétique, c'est les espèces chassables, mais pas que. Et surtout, on intervient sur les habitats. Alors j'étais partie déjà d'un constat sur la situation climatique. Je crois que ce matin, ça a été largement évoqué. Donc très rapidement, une ressource en eau de plus en plus incertaine, en fait, au fur et à mesure de l'année, des déficits pluviométriques sur les 2 dernières années, qui ont été en plus, qui sont plus très contrastés, en fait, on le voit entre le nord et le sud, et puis une projection à 2050 avec des hivers plus humides sur la moitié nord et plus secs, avec des étés plus secs chez nous. On peut avancer, donc je vais aller directement en conséquences. Alors ça impacte directement. Sur quoi? Sur un certain nombre de choses, sur le changement, sur la migration des oiseaux, puisque finalement on s'aperçoit que si sur certaines zones où on a des températures, sur les zones hivernales, il y a des températures suffisamment propices pour rester sur des zones où on a des oiseaux qui peuvent se sédentariser ou qui quittent plus tard les contrées du nord. Et donc ça impacte directement aussi notre activité. Le changement de biologie des espèces, en effet, on peut avoir des espèces qui vont se reproduire plus tôt ou sur des milieux qui ne vont pas être forcément, qui se reproduisent à une certaine période, mais sur des milieux qui ne leur sont pas favorables, et donc on risque d'avoir des conséquences pour la reproduction de ces espèces. Et puis j'ai pris un exemple, le chevreuil, qui a une conséquence directe. Si finalement vous n'avez pas suffisamment de pluviométrie au printemps, eh bien, la chevrette, elle va avoir tendance, elle ne va pas être en capacité de produire du lait suffisamment pour nourrir son jeune ou ses jeunes et risque d'avoir une mortalité plus importante au moment en période de reproduction. Et puis, un changement de milieu, on l'a vu ce matin, finalement, comment vont réagir les autres catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire que au niveau des agriculteurs, est-ce qu'on va évoluer vers un changement des cultures? Est-ce qu'on va avoir vraiment un changement des pratiques? Alors j'entendais ce matin que non, il fallait envisager plutôt d'augmenter la pression encore sur les milieux. Bon, c'est une position, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on ait une vraie réflexion sur les cultures. Il y avait aussi un intervenant qui disait ce matin qu'on allait avoir un développement des sorgho, une autre culture aussi qui pourrait être exploitée sur nos territoires. Voilà, donc tout ça, ça entraîne des changements donc, de biotope et donc des conséquences directes pour les espèces. J'entends, si on a de plus en plus de sorgho, par exemple, si on a de plus en plus de forêts de chênes verts qui arrivent chez nous, comme ça a été dit aussi ce matin, ça veut dire qu'on va avoir un développement de taillis plus conséquent et donc la présence de grands gibiers de façon plus développée. Et puis 30% des forêts, aujourd'hui, avec ce changement climatique et cette réduction, ce manque d'eau, va entraîner 30% des forêts qui risquent d'être menacées et donc aussi impacter les espèces présentes sur nos territoires. Alors, autre conséquence, ces apports d'eau en été, ce manque d'eau en été, font que les chasseurs aujourd'hui sont à réfléchir à des apports d'eau en été. Alors des apports d'eau qui peuvent être de l'eau du réseau. On l'a vu au moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment des feux de forêt qu'il y a eu dans le sud, ou encore en Gironde, les chasseurs s'étaient organisés pour apporter de l'eau à la faune sauvage sur ces territoires-là.
Donc ça, c'est aussi quelque chose à réfléchir à long terme, parce que prendre de l'eau potable pour ramener dans le milieu naturel, est-ce que c'est bien logique? Les mares, alors on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas dire tout ce qui a été dit sur les mares, mais on est dans la même démarche. Alors, pour la faune sauvage d'une façon globale, parce que quand on parle gibier, finalement, c'est toute la faune sauvage qui bénéficie des mesures. Donc c'est vrai que la Fédération des chasseurs, et les chasseurs globalement, s'intéressent à ces milieux-là pour aussi avoir des zones qui puissent alimenter la faune sauvage. Donc rien que la Fédération des chasseurs de la Loire, c'est à peu près 120 à 150 mares par an qui sont restaurées. Ensuite, tout à l'heure, on avait un représentant des étangs. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été très développé, c'est finalement, on constate qu'avec ce changement climatique, on a une évapotranspiration qui est de plus en plus importante et qui entraîne une baisse des niveaux d'eau dans les étangs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup une perte de biodiversité, parce que finalement, nos étangs qui sont peu profonds dans la plaine du Forez, ils perdent jusqu'à 80 cm de niveau d'eau. Voilà, donc c'est une perte de biodiversité, c'est aussi une mortalité importante d'espèces. Alors, pour ce qui est de la faune, au-delà de l'aspect piscicole, ça peut être aussi le développement du botulisme sur les oiseaux d'eau, qui est lié à cette problématique-là. Et puis, peut-être qu'à long terme, ça sera une pratique de chasse qui sera condamnée si, finalement, ces étangs sont amenés à disparaître parce que les niveaux d'eau ne sont plus en adéquation. Enfin, les chasseurs sont aussi dans une réflexion de comment on peut combler les déficits estivaux. Mais là aussi, hein, c'est une vraie réflexion. On est sur du milieu naturel, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'apporter des chiffrages que sur une activité où on mesure l'ensemble des facteurs qui influencent. Ici, on est vraiment sur des conséquences multifactorielles et c'est quand même compliqué de le chiffrer. Et puis, on a aussi le développement de problématiques sanitaires dans la faune sauvage, en fonction de la problématique réchauffement, manque d'eau, on peut avoir aussi des conséquences sanitaires. Donc voilà, les chasseurs, ils sont face à toutes ces problématiques-là aussi. C'est peut-être moins direct comme conséquence, mais ce sont des conséquences indirectes, puisque c'est tout le milieu naturel qui est remis en cause aujourd'hui. Donc les enjeux pour demain, c'est bien sûr, à mon avis, le partage de la ressource quand même. Alors le partage de la ressource entre toutes les activités économiques qu'on a pu voir. Il ne faudra pas oublier quand même les besoins de la nature dans tout ça. On a vu aussi des agglomérations qui réfléchissent à désimperméabiliser les sols. Ça c'est aussi une bonne chose parce qu'on parle souvent de l'agriculture. Mais il ne faut pas oublier qu'on continue à imperméabiliser. Je n'ai pas parlé non plus des haies qui quand même sont essentielles dans le terme du paysage et qui permettent de retenir l'eau, mais en tout cas, là aussi, il va y avoir un besoin d'aménagement du territoire qui sera extrêmement conséquent pour demain. Il faut vraiment avoir une vraie réflexion globale. Il y aura aussi besoin de peut-être une adaptation des modes de chasse chez nous, hein. Et puis quel impact du changement des cultures? Est-ce que finalement il ne va pas falloir aussi réfléchir à des cultures qui sont peut-être un peu moins consommatrices en eau? Ça aussi c'était une réflexion, je n'ai pas entendu beaucoup ce matin. Et puis impact sur le changement sur les populations d'une façon générale de notre biodiversité. Et puis un point essentiel, ça a été dit aussi ce matin, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse, c'est comment conserver l'eau dans nos sols. Finalement, c'est peut-être là un moyen assez aisé de conserver une quantité d'eau assez importante, parce que j'ai beaucoup entendu parler de bassins, de retenue collinaire, mais la retenue collinaire, finalement, ça reste une quantité négligeable par rapport à ce qu'on peut conserver dans les sols. Donc il faut qu'on ait une vraie réflexion sur l'aménagement de nos territoires. Voilà, et donc notamment les haies sont essentielles dans cette démarche, au-delà des autres apports qu'on peut avoir, que ce soit d'un point de vue agronomique, mais également en termes de valorisation économique aussi, pour les exploitations. Je pense que ça doit être tout, j'en arrêterai là. Voilà, j'ai plus de questions à vous proposer que de solutions à vous amener. J'en suis désolée, mais en tout cas, c'est vraiment le sens des réflexions et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'aspect
quantitatif, mais il y a aussi comment on gère cette ressource aujourd'hui, parce qu'on n'est plus tout à fait dans les mêmes conditions qu'il y a quelques années où finalement on avait de l'eau sans se poser de questions. Je vous remercie.